Le processus de transition écologique n'a pas commencé. Notre mode de vie actuel, il est condamné. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer? C'est la fin du monde. Le compte à rebours a commencé. Tic, tic, tic. Les scientifiques ne savent plus comment exprimer les choses. C'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici à la fin du siècle. C'est un scénario catastrophe qui n'est pas impossible. Profitons de tout, on va tous crever. Ça me fait pas rire, moi, ça. On parle de gens que j'aime. Là, il faut se mouiller. C'est le moment de l'action. On ne peut plus tarder. Si on ne change pas l'homme, on ne changera pas le monde. On approche du précipice et on est lancé comme un TGV. J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. Les mauvaises nouvelles tombent, terribles et implacables. Sécheresse, ouragan, incendie. Fonte de la banquise, inondations. Les effets du réchauffement climatique nous frappent tous et partout sur la planète. L'augmentation de température devrait être de plus 5 à plus 6 degrés. Les conséquences seront inimaginables. Air saturé, océans pollués, espèces disparues, la liste s'allonge chaque jour un peu plus. On est vraiment dans un déclin terrible. Les scientifiques disent qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la 6e extinction de masse des espèces. Nous sacrifions le vivant. Nous épuisons la Terre à grande vitesse avec notre course aux matières premières. Il y a des choix politiques qui protègent les intérêts de certaines industries, avant l'intérêt général. Tout seul, je n'y arriverai pas. Il n'y a aucun chef d'État qui est capable d'avoir le courage de la vérité. En un siècle, les multinationales ont déjà détruit la moitié des forêts du globe. Les intérêts financiers sont délirants et les guerriers de l'environnement qui osent se mettre en travers de leur chemin risquent leur vie. On sait qui a appuyé sur la gâchette. C'est la planète que nous assassinons. Et pour ce crime, nous n'échapperons pas à la sentence. La question est de savoir si on peut encore sauver notre civilisation. Il faut changer maintenant et radicalement notre mode de vie. Et pourtant, nous restons là, sans rien faire, à contempler le désastre. Comme un château de cartes, tout s'effondre pourtant autour de nous. On ne pourra pas expliquer à nos enfants que nous avons décidé de tuer la moitié des vivants sur Terre parce qu'il fallait gagner un point de croissance. J'ai pas envie de rigoler avec ça. Moi, j'ai des petits-enfants. Tu vas me faire pleurer, salaud. Paris, la capitale qui suffoque. C'était l'été dernier. Des températures records et des Français qui souffrent comme jamais dans cette canicule. La vague de chaleur a fait 1500 victimes de plus que les autres années. On mesure concrètement les effets du réchauffement climatique. Et ce réchauffement ne fait qu'augmenter les températures. Il dérègle toute la machine climatique. Chaque année, les effets se font sentir plus brutalement, jusque dans notre chair. Ces images datent d'il y a quelques semaines à peine. Le département de l'Aude est sous les eaux. C'est inimaginable. Inimaginable. Des bruits. Inimaginable. La France, l'Europe ne sont pas exempts des conséquences du réchauffement climatique. Le phénomène a été d'une violence extrême. 15 morts, 70 blessés, 100 communes inondées et plus de 1000 km de routes impraticables ou arrachées. À certains endroits, l'eau est montée de plus de 7 mètres en quelques heures. Ce qui se passe ici n'est plus un phénomène exceptionnel. Chaque année, les catastrophes liées au climat coûtent plus cher.
au moins 300 millions d'euros dans l'Aude. Et ces drames touchent aujourd'hui toute l'Europe. En fait, en moyenne, chaque année, actuellement, c'est plutôt 3000 victimes d'événements climatiques. Et ça risque de passer, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, d'être multiplié par 50, de passer à 150 000 en moyenne. En 40 ans, le nombre de crues, de glissements de terrain et d'inondations a plus que quadruplé aux 4 coins du monde. Des événements qui portent tous pour les scientifiques la marque du réchauffement climatique. La spécificité du dérèglement climatique, c'est que c'est un système qui est capable de s'emballer. On appelle ça, dans mon domaine, en physique, une rétroaction positive. C'est un système instable. Et dès qu'on l'a drastiquement déstabilisé, on ne contrôle plus les conséquences. On arrive dans des effets d'entraînement de domino climatique que personne ne peut prédire avec certitude, tant ils sont complexes. Mais on sait que ça va se dérégler de façon très rapide et en chaîne. Nous sommes désormais entrés dans l'œil du cyclone. On voit quand même un accroissement des ouragans, tsunamis, etc. Jusqu'où est-ce que ça va aller? En 2017, la planète a battu le record d'événements extrêmes. Jamais, par exemple, le monde n'avait connu autant d'ouragans et de tempêtes. 84 au total, certains de catégorie 5, la plus violente. En août dernier, Harvey dévaste le Texas, puis la Louisiane. Bilan, 90 morts et plus de 100 milliards d'euros de dégâts. Le 5 septembre, l'ouragan Irma dévaste Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, puis Cuba, avant de frapper la Floride. 134 morts et plus de 60 milliards d'euros de dégâts. J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. On n'a plus rien. 10 jours plus tard, c'est Maria qui va ravager l'île de Porto Rico. Bilan, 2975 morts et 80 milliards d'euros de dégâts. C'est quand même le 3e ouragan en 15 jours à peine. Il y a l'eau, mais il y a le feu aussi. Ceux qui ont ravagé la Californie tout récemment révèlent une ampleur inédite dans l'histoire. Ils ont détruit des milliers d'habitations, brûlé plus de 100 000 hectares de forêt et piégé des centaines d'Américains au cœur du brasier. Oh my God, oh my God, please God, please God. Oh my God, please let me out of here. Please God. Please God. Please. Incendie monstre. Conséquence d'une sécheresse sans précédent. D'une hausse des températures à l'échelle du globe. Il suffit de regarder ce graphique. Entre 1880 et 2016, l'évolution de la courbe des températures moyennes est saisissante. Je crois que le changement climatique constitue l'une des plus grandes crises de toute l'histoire de l'humanité. Et que c'est en train de devenir insoutenable. C'est la fin du monde. Voilà, donc on vous le dit, on peut vous le dire d'une autre façon, vous pouvez ne pas y croire, mais c'est la fin du monde. Alors, cette fin du monde, elle ressemble à quoi? I have chosen to entitle our first lesson, The Game of Mathematics. Les scientifiques ont des explications sur ce réchauffement climatique à l'origine de la catastrophe. Le problème, c'est qu'ils peuvent parfois nous noyer dans les chiffres. 2010. Plus 1,5 degré. 2017. 2 degrés. 2030. 2-3 degrés. 150 ans. 17 mètres. 3, 4. Plus 5 à plus 6 degrés. Pas 9, pas 10. 2018. Potentiellement ingérable. 2020. Catastrophique. C'est mort. À quoi bon, quoi? L'apocalypse. The Game of Mathematics. Alors, nous allons essayer de simplifier tout ça. Commençons par remonter dans le temps. Depuis toujours, la Terre régule naturellement les températures. Ce que l'on sait bien, c'est que le poumon de la Terre, c'est la forêt qui absorbe le CO2 produit et le transforme en oxygène. On connaît moins, en revanche, notre second poumon, les océans. Les océans, et ils absorbent
à peu près un tiers du CO2 qui est émis par les activités humaines. Ils produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ils ont un rôle absolument vital pour nous. Le problème est bel et bien arrivé avec nous. À partir de la moitié du XXe siècle, l'activité humaine et le développement industriel ont provoqué le rejet massif de toutes sortes de gaz. CO2, méthane, protoxyde d'azote, des quantités énormes que nos forêts et nos océans n'arrivent plus à absorber. Ce sont ces gaz, piégés dans l'atmosphère, qui ont fait grimper la température et dérégler la machine. Un processus extrêmement instable. Le dérèglement climatique a ceci de très particulier que c'est un effet non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des paliers. Le premier palier est déjà franchi, plus 1 degré en un siècle sur notre Terre. Le problème, c'est qu'on ne va pas en rester là. Chaque demi-degré supplémentaire compte. La menace, c'est que si on ne reste pas dans cette fourchette de plus 1,5 degré dans la température moyenne du globe, il va y avoir des effets d'emballement, en fait. Les experts du climat nous montrent qu'il y a une différence énorme entre 1,5 et 2 degrés. Et probablement une différence énorme entre 2 et 3 degrés. Donc de toute façon, tous les efforts vont être bons à prendre. C'était donc ça le second palier, plus 1,5 degré. Un objectif que les scientifiques avaient pourtant fixé comme limite à ne surtout pas dépasser il y a 25 ans déjà. Là, tout le monde est en train de dire qu'on va dépasser les 2 degrés. Si la moyenne du globe est de 15 degrés et qu'on rajoute 2 degrés, c'est phénoménal. Au-delà de 2 degrés, on a des effets en chaîne, on a des déstabilisations d'écosystèmes, probablement aussi une déstabilisation des équilibres régionaux, des questions sécuritaires, des mouvements de population. Et là, on entre dans la partie qui est à la fois inconnue et potentiellement ingérable. Inconnu, pas si sûr. Certains avaient annoncé tout ce qui est en train d'arriver, et même la suite. Alors, ce réchauffement climatique qui s'accélère préfigure-t-il une gigantesque catastrophe? Est-elle évitable? Sommes-nous responsables de tout ce qui arrive? Surtout, sommes-nous, comme certains scientifiques l'affirment, à la veille d'un grand effondrement? Dans les années 70, personne ne voit le coup venir. Pas de def, peace and love, aux États-Unis, c'est une période bénie. On profite pleinement de la société de consommation, les supermarchés sont bien achalandés, l'essence coule à flot et ne vaut presque rien. En 1972, il n'y avait pas de signe alarmant. On avait l'impression que tout allait bien. L'industrie se développait, les gens s'enrichissaient. Dennis Meadows, le voici. À l'époque, il est déjà le barbu à lunettes. Lui et ses collègues de l'université du Massachusetts ont moins profité des 70s que les autres. Ils ont passé ces années enfermés dans leur labo. En 1972, ils en sortent enfin pour publier un rapport intitulé « Les limites de la croissance ». Des prophéties écrites il y a 40 ans que nous vivons à la virgule près aujourd'hui. On a démontré que les politiques et les choix qui semblaient intéressants à court terme allaient se révéler désastreux à long terme. Au même moment, à Stockholm, lors de la première conférence sur le climat de l'histoire, on se croirait à Woodstock. Dennis Meadows va faire déchanter tout le monde. Lorsqu'il monte à la tribune, le contenu de son rapport va secouer la communauté internationale. À un moment, il n'y aura plus assez de ressources naturelles pour permettre à l'humanité dans son ensemble, qui elle grossit, de vivre sur cette planète. Pour moi, Dennis Meadows, c'est ça, c'est ce qu'il a théorisé. Ce que le scientifique vient faire à Stockholm, c'est tenter d'alerter sur ce qui n'est pas encore perceptible. L'effondrement n'arrive pas d'un seul coup. Ce n'est pas un jour tout va bien et le lendemain tout va mal. Le problème, c'est qu'un jour les matières premières deviendront très difficiles à trouver.
Meadows est un visionnaire. Il explique précisément ce qui va se passer. Notre surconsommation de matières premières va détruire l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre liées à cette consommation vont dérégler le climat. La planète ne pourra plus répondre à nos besoins à tous. La société mondialisée que nous connaissons ne peut que s'effondrer et disparaître parce que ces bases mêmes, du fait de la rareté de la ressource et d'une démographie galopante, ne permettront plus de maintenir le système que nous avons connu. Les propos catastrophistes de Dennis Meadows sont plus qu'une simple prévision. Ils deviennent une théorie, celle de l'effondrement. J'étais vraiment naïf à l'époque. Et je pensais vraiment que ce rapport allait pouvoir changer les comportements. Son rapport a interpellé la communauté internationale. Mais la suite ne sera pas à la hauteur. Il y a eu beaucoup de réactions positives, comme celle du président américain Carter, et même plein d'autres. Ils ont lu notre étude et compris les arguments et se sont sentis concernés. Mais ce n'étaient que quelques individus entourés d'un très grand nombre de politiciens et industriels très puissants qui avaient un intérêt immense à ne rien changer. Le court-termisme est une réalité pour les politiques publiques comme il l'est dans les entreprises privées. En fait, les gens qui bénéficiaient de ces politiques à court terme avaient tout simplement plus d'influence. Et c'est pour ça que les politiques n'ont pas changé. Le jour où on a donné le pouvoir à la finance et considéré que les résultats d'une entreprise devaient se lire par trimestre, on a tué quelque chose. On savait depuis plus de 40 ans que le déclin était engagé de façon dramatique. Ce n'est pas un manque de connaissances scientifiques qui nous amène à faire ce constat, mais c'est un manque de choix, ou plus exactement, on fait le choix de l'homme sur celui de la nature. C'est maintenant, 50 ans plus tard, qu'on voit les signaux vraiment alarmants, ceux qu'on avait annoncés dès 1972. Mais on n'a pas réussi à faire comprendre aux gens que tout ça allait arriver. On a déjà atteint le point de non-retour. Chaque jour est un nouveau point de non-retour. Le compte à rebours a commencé quoi? Tic, 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 c'est le climat. Aujourd'hui, la théorie Meadows ne passe plus pour de la science-fiction. Elle a donné son nom à une science. On l'appelle la collapsologie. Collapse en anglais, effondrement en français, c'est l'étude de la fin programmée de notre civilisation industrielle. Tout commence avec le réchauffement climatique et la manifestation la plus emblématique de cet effondrement est visible ici. Pour les glaces des pôles, le compte à rebours est déjà lancé. Même si Antarctique et Groenland sont très loin de chez nous, leur fonte, qui est en route actuellement, a vraiment une importance planétaire et est la première contribution depuis quelques années à l'élévation du niveau de la mer. Depuis 5 ans, la seule zone antarctique perd chaque année 219 milliards de tonnes de glace. C'est 3 fois plus qu'en 2010. En un demi-siècle, la banquise de l'Arctique a diminué de moitié. Preuve de l'urgence, pas un jour ne passe sans que de nouveaux équipages de scientifiques débarquent ici. On a suivi un entraînement pour vivre dans cet environnement très hostile. On s'est creusé des tranchées, installé des abris, et on est entraîné pour ça. Sur cette base de l'Arctique, ces chercheurs tentent de mesurer l'ampleur de la catastrophe. Sans relâche, ils carottent la banquise, analysent et effectuent de nouveaux prélèvements. Faisait il y a 20 ans 3 mètres, ou un peu plus. Maintenant, elle fait 2 mètres ou un peu moins. Il y a 1 mètre qui a foutu le camp. Lors des derniers relevés cet été en août, la surface de la banquise arctique était de 5 millions de kilomètres carrés.
C'est 28% de moins qu'il y a 40 ans. Les régions les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique, c'est le Grand Nord, l'Arctique, où le réchauffement est 2 à 3 fois plus important qu'en moyenne. Et puis il y a ces images saisissantes. Le glacier d'Helheim au Groenland. Des scientifiques américains ont filmé en direct le détachement d'un iceberg, grand comme l'île de Manhattan, à New York. On a du mal à imaginer sur cette vidéo, mais ce morceau fait 6 km sur 2. 800 mètres de profondeur, la fameuse partie immergée de l'iceberg. Sous nos yeux, 10 milliards de tonnes de glace vont rejoindre l'océan. Si les glaciers du Groenland fondent, simplement le Groenland. C'est équivalent à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, et puis l'Antarctique à 60 mètres. Aujourd'hui, le niveau des océans augmente de 3 mm chaque année. Il y a la glace des pôles, donc, mais pas seulement. Le réchauffement s'attaque à tous les glaciers, partout sur la planète. La France sera touchée aussi dans ces régions montagneuses par la diminution de l'enneigement, par la disparition de certains glaciers, par la diminution des autres. Pratiquement, les glaciers pyrénéens sont appelés à disparaître complètement. Les Pyrénées d'abord, les Alpes ensuite. Enfin, le réchauffement pourrait amorcer la fonte des immenses terres gelées du Grand Nord, la Sibérie et l'Arctique. Depuis des millénaires, elles stockent d'immenses quantités de gaz à effet de serre. On appelle cela le permafrost. On va aller vers des cercles vicieux qui font que le permafrost va se dégeler en Arctique et en Sibérie, que ça va libérer des quantités phénoménales de méthane, qui est en moyenne 30 fois plus réchauffeur de l'atmosphère que le CO2. Plus de gaz à effet de serre et une machine climatique qui s'emballe. Dans ce scénario catastrophe, la banquise pourrait presque totalement disparaître dès 2100. Suivant les cas, le niveau des océans pourrait alors monter de 3 mètres pour les plus optimistes, de plus de 60 mètres pour les plus catastrophistes, avec évidemment des conséquences terribles pour l'homme. Il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui habitent au bord de la mer, qui habitent dans des très grandes métropoles qui sont d'ores et déjà situées un peu en dessous du niveau de la mer ou juste au niveau de la mer. Bien sûr, en Asie du Sud-Est, mais même New York. Même New York, on a vu Manhattan n'est pas, disons, n'est pas exempt de risque par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Si l'on ne fait rien, nous allons devoir rayer de la carte du monde dans les années qui viennent des mégalopoles entières. Tokyo, englouti. Shanghai, englouti. Bangkok, englouti. Bombay, disparu. Miami, englouti. New York et Amsterdam, même sort. En France, Nantes, La Rochelle et Bordeaux seraient les premières villes noyées. 10 cm d'écart, ça peut sembler peu, mais ce sont 10 millions d'habitants qui risquent qui doivent d'une certaine façon quitter l'endroit où ils vivent. New York et Amsterdam veulent construire des murs de protection. C'est un peu vain, me semble-t-il, si on prend New York, d'essayer de protéger New York par un mur. Pourtant, des plans de secours existent. Ce mur, il a même un nom, le Big U, le grand U, rapport à sa forme. Pour tenter de protéger la ville et ses 10 millions d'habitants, ce plan a été doté d'un budget de 20 milliards de dollars. Ils peuvent le construire, ça ne marchera pas, mais ils peuvent toujours le construire. Au-delà d'une élévation du niveau de la mer de 1-2 mètres, eh bien, on ne peut plus protéger, disons, la protection sera vaine. En fait, des villes comme Jakarta en Indonésie ont plus de problèmes à ce niveau que New York. Mais la différence, c'est que eux, ils n'ont pas l'argent pour le construire. Le Bangladesh, c'est le pays qui va souffrir le plus du changement climatique. Voir quelques centaines de millions de personnes, c'est un delta. Et c'est un pays qui est bloqué entre la montée des eaux dans le golfe du Bengale et la fonte de l'Himalaya. Alors que c'est le pays un des plus pauvres du monde où les gens vont souffrir le plus du changement climatique, qu'ils ressentent déjà. Les plus impactés, ce sont comme toujours les plus pauvres et les plus isolés. Et c'est peut-être pour ça que rien ne bouge.
dans des îles où, pareil, la terre dépasse à peine de la surface de la mer et toutes ces personnes sont évidemment menacées. C'est le cas de ce paradis pour touristes. Les Maldives, on les connaît pour leurs plages, leurs couples en voyage de noces et leurs eaux cristallines, remplies de poissons exotiques. Aujourd'hui, ce paradis est tout simplement en train de couler. Alors, pour alerter le monde, le président des Maldives a eu une idée. Organiser le premier conseil des ministres sous-marins. Un dernier mot avant de plonger? C'est une situation préoccupante et nous voulons interpeller la planète sur ce qui est en train de nous arriver. Ce coup médiatique est à la hauteur de l'urgence. 80% des Maldives pourraient être englouties dès 2050 si le rythme actuel du réchauffement climatique se poursuit. L'avertissement est clair. Posé bien en évidence. Le réchauffement n'épargnera personne et aucun coin du globe, avec plusieurs modes d'action suivant les zones géographiques. Le réchauffement climatique a le mauvais goût d'augmenter les précipitations là où il y en a déjà assez, sinon trop dans certaines régions, et puis de les diminuer là où en fait on souhaiterait qu'elles augmentent. Pour nos régions, eh bien, ça va être plus de sécheresse, d'inondations l'hiver surtout, et puis plus de vagues de chaleur. On imagine des records de température, même en France, qui peuvent être de l'ordre de 50 à 55 degrés en été. Et cela, c'est effectivement à l'origine de beaucoup de victimes, de l'essentiel des victimes du réchauffement climatique. En première ligne, le continent africain. C'est lui qui souffre le plus de la sécheresse. Ici, dans la région du Cap en Afrique du Sud, elle dure depuis 3 ans. Les autorités ont dû rationner pendant des mois pour éviter de devenir la première métropole du monde privée d'eau. Dans les champs, la production de blé de ce grenier de l'Afrique a chuté de moitié. 1 ou 2 degrés de plus sur l'Afrique, eh bien, la productivité agricole baisse et ces températures vont au-delà de 30 degrés. Et en gros, les pays qui sont déjà climatiquement vulnérables au climat, sensibles à un climat, disons les régions tropicales équatoriales, sont malheureusement les régions les plus touchées. Les plus touchés, mais pas les seuls. La Californie, elle aussi, meurt de soif. Dans certains coins de l'État, pas une goutte de pluie n'est tombée depuis 5 ans. Le long des routes, on découvre des villes fantômes où il est devenu impossible de vivre. Le réchauffement climatique est un risque global et même les riches n'arriveront pas à s'en tirer. Sécheresse chronique, élévation des températures, terres agricoles mortes. Depuis des années, lentement mais inexorablement, la Californie se transforme en désert. Cette année, l'été a été particulièrement chaud. Le deuxième été le plus chaud que nous ayons connu depuis 150 ans. Il y a eu des records de température au Japon, les feux en Suède, les feux en Californie. Voici les flammes qui dévorent la Californie. Celui des 8000 pompiers américains qui font face à cet incendie, le plus dévastateur de l'histoire. Campfire, c'est le nom de cette montagne de flammes. Elle change de direction, ruse, prend à revers les hommes qui la combattent. Elle emprisonne des centaines d'habitants isolés qui se retrouvent coincés dans la gueule du monstre. Oh my God, please God, please God. Oh my God, please let me out of here. Please God. Please God. Certains n'auront pas eu la chance d'en sortir vivants. Les flammes ont tué des dizaines de personnes. Des dizaines d'autres sont toujours portés disparus. Je fais ce boulot depuis 31 ans. Et depuis 5-7 ans, chaque année, c'est de pire en pire. Depuis le début de l'année en Californie, 7500 incendies ont détruit une surface équivalente à 60 fois la ville de Paris. Campfire, lui, a réduit en cendres plus de 10 000 habitations,
et carboniser des dizaines de milliers d'hectares de forêt. À cause de cette météo sèche, les probabilités de départ de feu sont très élevées. Sur 100 braises, 95 sont susceptibles d'allumer un nouvel incendie. C'est ce qui en fait un feu très compliqué à gérer, très dangereux et qui se déplace très vite. Même le plus climato-sceptique des présidents du monde s'est rendu sur place. Donald Trump face à ces contradictions. Lui qui conteste toujours le réchauffement climatique. Les 129 millions d'arbres brûlés qui hantent les forêts californiennes viennent lui rappeler l'ampleur de son erreur de jugement. Il y a encore des gens qui vous expliquent que le réchauffement climatique est une fable, mais je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais manifestement pas sur Terre. Partout des voix s'élèvent pour dénoncer ce climato-scepticisme. L'acteur Harrison Ford s'en est pris avec force au président américain. Stop, for God's sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. Récemment, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui lançait un cri d'alerte mondial. If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change with disastrous consequences. Depuis près de 40 ans, les scientifiques n'ont pourtant cessé d'alerter. Les chefs d'État de la planète se réunissent chaque année pour parler du climat. Ces réunions ont un nom que l'on a appris à connaître, les COP, Conférence des pays. En 2015, la COP en France accouche des accords de Paris. Il pose des objectifs par pays pour limiter le réchauffement. En parallèle, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé. Ce groupe de scientifiques venus du monde entier est chargé de présenter des rapports réguliers sur le climat et l'augmentation des températures. Leur dernier opus a été présenté le 8 octobre dernier. Le rapport du GIEC, ça a été un coup de bambou de plus. Alors avec un sentiment, je pense, pour les climatologues, de hurler dans la nuit. Ce qui fait peur, c'est que malgré toutes les réunions internationales qu'il y a eu, toutes les COP qu'il y a pu avoir, Kyoto, Rio, Paris, c'est de pire en pire. Les scientifiques ne savent plus comment exprimer les choses. Je pense qu'on arrive à des niveaux de désespoir scientifique qui sont assez hauts. Où ils disent on ne sait plus comment parler aux gens, en fait. On ne sait plus comment parler au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a signé les accords de Paris qui s'est vraiment engagé dans une voie qui permettrait de les respecter. Ce qui est très clair, c'est qu'on ressent très facilement une lassitude. On en est à la COP 24, donc 24 grandes réunions internationales pour traiter de la question climatique. Et chaque année, vous aurez le même constat, l'urgence est la même, les promesses sont insuffisantes et il y a des chances pour que ces promesses ne soient pas tenues. Le constat est unanime. La température continue de grimper et on n'a pas stoppé les émissions de gaz à effet de serre comme on s'y était engagé. Le meilleur exemple, c'est l'année 2017. En 2017, alors qu'il faudrait stabiliser, les émissions ont augmenté au niveau mondial, en Chine, premier pays émetteur, au niveau européen et en France. L'accord de Paris, on voit qu'on n'est même pas capable, même nous Français qui nous sommes les champions de tout ça, on n'est même pas fichus capables de le respecter. Nous, en France, on aurait dû baisser de 3% l'année dernière. On a augmenté de 3%. Donc on voit bien que cette courbe-là, pour l'instant, elle ne se brise pas. Et puis, il y a un effet amplificateur. L'annonce du retrait des États-Unis des accords de Paris, faite par Donald Trump. Suicidaire pour les scientifiques. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Malheureusement, on comprend bien la difficulté de demander à l'ensemble des pays de faire mieux que ce qu'ils ont promis alors que le second pays émetteur, les États-Unis, ont annoncé leur retrait de l'accord. Est-ce qu'on peut aboutir à des solutions viables, crédibles, sans le deuxième émetteur mondial ? L'accord de Paris, Barack Obama le signe, est très allant dans les efforts qu'il va demander à son pays à l'avenir parce qu'il s'en va, en gros.
Et c'est ça qui est terrible, c'est de dire, au moment où un chef d'État s'en va, d'un seul coup, il pense à l'avenir de la planète. Jacques Chirac, pareil. Mais parce qu'il veut laisser une trace dans l'histoire, en fait. Alors, dans ce contexte, pouvons-nous encore éviter le désastre? Quelles sont les solutions? Existent-elles encore? Si... Même si nous adoptons un comportement exemplaire pendant 2 siècles, nous ne pourrons pas l'éviter. Même si on arrêtait totalement aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre. Comme si on pouvait éteindre un interrupteur. Et ensuite patienter pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour que les émissions déjà dans l'atmosphère puissent réellement disparaître. Stopper le réchauffement climatique semble impossible. D'après ce que j'observe, non, on est... C'est déjà trop tard pour l'éviter. ça sera extrêmement difficile de réparer les dommages qui ont été causés. Le climat continuera à changer pendant des siècles. Le constat d'échec est là, et les conséquences sont bien réelles. Les hommes souffrent. En Asie, ils sont contraints de quitter leurs villages inondés. En Afrique, ils abandonnent leurs terres, devenues stériles. Les zones semi-désertiques vont s'étendre, donc on peut l'imaginer au moins un flux plus important de migration de l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Déjà aujourd'hui, à peu près 60 à 65 millions de déplacés climatiques par an. Quand il y en aura 200, on va faire quoi? Quand il y en aura 500, on va faire quoi? Aujourd'hui, l'ONU dit que ça peut être entre 100 millions et 1 milliard de personnes qui vont migrer. Parce que justement, des pays vont devenir inhabitables. Il est tout à fait inévitable que des conflits armés prennent naissance. Quand on voit l'échec de l'Europe pour accueillir 2 millions de réfugiés syriens, on imagine ce qui adviendra quand il s'agira de 200, 300 ou 500 millions de réfugiés climatiques. Le monde est plus que jamais incertain. Parce que rien n'a été fait, le climat est aujourd'hui devenu la première cause de migration des hommes. La responsabilité politique aujourd'hui est considérable, parce que nos dirigeants savent ce que peut-être leurs prédécesseurs ne savaient pas, ou en tout cas pouvaient feindre de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, ils ont le choix. Soit ils seront les pires traîtres de l'histoire de l'humanité, soit ils seront les premiers héros qui ont effectivement tenté de s'emparer de ce problème et de le résoudre. La balle est dans leur camp. Le réchauffement climatique met en péril les équilibres du monde et nous ignorons les signaux d'alerte. Comment sommes-nous arrivés à cette situation d'urgence? Sera-t-il possible de continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui? Agriculture intensive, déforestation, urbanisation effrénée, pollution, disparition des espèces. Sous nos yeux, s'étendent les racines du mal. Quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 500 millions. Ça change beaucoup de choses, ça. Et ce n'est pas fini. L'Organisation des Nations Unies prévoit encore une augmentation de la population mondiale. Nous serons près de 10 milliards en 2050. 10 milliards d'êtres humains et un modèle dominant, celui de la consommation. Non seulement on vit dans un confort, un progrès incroyable, je vis dans le 6e pays le plus riche du monde, mais c'est que tout le monde veut vivre comme nous aujourd'hui. Tout le monde, ce sont les pays en voie de développement, en Asie et en Afrique notamment. Le grand bouleversement démographique viendra d'ailleurs d'Afrique. La population du continent va quadrupler dans le siècle à venir. En 2100, un humain sur 3 sera africain. C'est une question gênante, la question de la démographie, parce que les différents continents et les différentes sociétés n'ont pas la même démographie en fonction de leur stade de développement. Et donc dire qu'il faut quelque part réduire la démographie, ça veut dire réduire celle des pays du Sud. Trop tard, le train est lancé et à pleine vitesse. Avec un objectif pour les pays du Sud, atteindre le niveau de vie de ceux du Nord.
Nous sommes confrontés à un sacré problème parce que nous utilisons nos ressources au-delà de ce qui est raisonnable, que le 1er août, pour l'année 2018, nous avions utilisé tout ce que la Terre pouvait produire au cours de l'année, de telle sorte que nous entamons le capital de plus en plus. On ne peut pas lutter contre cette espèce de religion de la croissance. C'est impossible de lutter contre ça. Parce qu'on en vit tous et on en profite tous. Donc on passe notre vie à travailler pour acheter, pour consommer. Cette religion de la croissance, qui existe depuis toujours, depuis toujours, on a toujours voulu amasser, avoir plus. Aujourd'hui, c'est pas viable. D'autant que la planète s'urbanise chaque jour un peu plus. Nous sommes aujourd'hui une personne sur 2 à vivre en ville. Nous serons 70% dans 30 ans. En raison de l'augmentation de la démographie, il devient impossible pour certaines populations de se nourrir grâce à leurs terres. Donc migrer vers les villes devient l'unique solution. Voilà pourquoi les villes grossissent. C'est une question que je me pose depuis des décennies, en me disant mais pourquoi sommes-nous condamnés à aller vers des villes de plus en plus géantes ? La question se pose pas, les gens vont là où ils peuvent bouffer, c'est tout. C'est pas parce que c'est plus rigolo, c'est simplement parce que c'est là où ils peuvent survivre, c'est tout. T'es au Nigeria, t'es de ton village, t'as qu'une envie, c'est d'aller en ville, de trouver du travail, d'avoir un téléphone portable, d'être dans le vrai monde, quoi. Et donc tu vas en ville. Et elles n'ont pas fini de grossir. En 2050, nous serons 5 milliards entassés dans les villes, dont 2 milliards dans des bidonvilles. Lagos, au Nigeria, devrait devenir à la même époque la plus grande ville du monde. 80 millions d'habitants, vertigineux. Des villes transformées en ogres, aspirant la population et dévorant les ressources naturelles. Les villes ne peuvent exister qu'avec beaucoup d'énergie. Quand vous avez des mégalopoles de 15-20 millions de gens qu'il faut nourrir tous les jours, auxquels il faut donner de l'eau potable tous les jours, dont il faut traiter les déchets tous les jours, dont il faut assurer la mobilité tous les jours et dont il faut assurer le travail, c'est colossal. Nos villes consomment à elles seules 75% de l'énergie mondiale. Surtout, elles produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on voit des villes comme Lagos, quand on voit des villes comme New Delhi, comme Bombay, effectivement, aujourd'hui, il ne fait pas très bon y vivre. Et en plus, c'est des pollutions de l'eau, c'est des embouteillages, c'est un air de mauvaise qualité. Les villes, elles sont les grosses émettrices de gaz à effet de serre à travers le chauffage ou la climatisation aussi de plus en plus des bâtiments, à travers les transports, le besoin d'énergie pour les transports. Et encore aujourd'hui, nos transports fonctionnent majoritairement aux énergies fossiles. Donc, elles sont le problème majeur. Actuellement, en France, on peut estimer que la pollution tue 40 000 personnes par an et ça va bien sûr en s'aggravant. Certaines villes battent des records. Un ciel gris, opaque, saturé 300 jours par an, c'est New Delhi. Il y a 4 ans, la capitale indienne a décroché le titre peu envié de ville la plus polluée du monde. Mes yeux me piquent, j'ai une toux aggravée et je ne me sens pas bien quand je rentre à la maison. L'année dernière, New Delhi a enregistré 1 million de nouvelles voitures. Chaque habitant y respire chaque jour l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. En Chine, c'est 1,2 million de personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Moi, je garde mon masque et en fait, j'évite de sortir et d'aller dans des coins où il y a trop de monde. Je reste à l'extérieur le moins longtemps possible. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un embouteillage de 11 jours sur une autoroute chinoise. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à entasser des gens dans des espaces complètement minéraux, où on ne produit pas d'alimentation, où on ne produit pas d'énergie, où c'est plein de bagnoles partout.
Sur l'année 2017, ce qu'on voit, c'est que les ventes de véhicules qui sont fortement émetteurs, donc les 4x4, ce genre de véhicules, les ventes ont augmenté en Europe. Pourquoi ? Parce que peut-être que sur les dernières années, les carburants étaient moins chers et donc la décision d'investir dans ce type de véhicule, elle reste pertinente du point de vue du consommateur. Aujourd'hui, si tu arrêtais d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, la Terre continue à se réchauffer pendant au moins 50 ans. Et donc, tu as un sentiment de « à quoi bon ?» quoi. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. À quoi bon faire, puisque de toute façon, on est foutu, faut y aller. C'est une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre. Et puis, il y a ce que nous refusons de voir. La quantité astronomique de nourriture que notre Terre doit fournir chaque jour à nos mégalopoles. Pour répondre à cette demande, l'homme a mis en place l'une des plus formidables machines à détruire l'environnement de l'histoire. La problématique de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est que pour être très efficace et pour que les machines puissent fonctionner, on rase tout. On déforeste chaque année la taille de la Belgique pour faire du soja ou de l'huile de palme. La monoculture, si on ne met plus qu'une seule plante sur des hectares et des hectares de terre, on ne peut pas dire qu'on préserve un écosystème. En gros, on le transforme et c'est plus un écosystème s'il n'y a plus qu'une seule espèce. C'est comme votre système immunitaire, en gros. Si vous mangez tous les jours la même chose, votre système immunitaire va être de plus en plus faible. Ça serait de la monoculture alimentaire. Comme votre système immunitaire est faible, vous attrapez plus facilement des maladies. Donc là, comme le sol, en gros, est malade, ce qui va pousser dessus est assez faible, donc est facilement attaqué par des ravageurs, par des insectes, par des champignons. Donc on va utiliser encore plus de produits, des pesticides, des fongicides, des herbicides, pour tuer tout ça. Pourtant, on continue dans cette voie. Les fermes sont de plus en plus gigantesques. C'est au Brésil que l'on trouve la plus grosse entreprise agricole du monde. Pour gagner des terres cultivables, on déforeste sans relâche. Le monde perd l'équivalent en forêt d'un terrain de football chaque seconde qui passe. En un siècle, la moitié des espaces boisés de la planète a disparu, avec un impact énorme sur le réchauffement climatique. L'agriculture, c'est de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre. À la fois parce qu'on utilise beaucoup de pétrole et de produits phytosanitaires pour cultiver, à la fois parce qu'on mange beaucoup de viande et qu'aujourd'hui, on déforeste pour faire pousser du soja et du maïs pour nourrir nos bêtes. On a 60% des terres cultivées qui le sont pour permettre la nourriture des animaux, pas des humains. Moins on mangera de viande et plus on récupérera d'espace pour cultiver autre chose que des céréales à destination des animaux de boucherie. Ah ben, l'élevage industriel est en train de détruire la planète. Plus un pays devient riche, plus il consomme de la viande. Aujourd'hui, la viande n'a plus de valeur. On la jette, on la laisse dans nos assiettes. C'est les animaux morts pour rien, quoi. Mais les immenses élevages du Texas ou d'ailleurs ont encore de beaux jours devant eux. D'après les Nations Unies, la consommation mondiale de viande va augmenter de plus de 75% dans les 30 prochaines années. Pour les animaux, cela signifie des entreprises encore plus gigantesques et des conditions encore plus dures. Il faut élever moins cher, tuer toujours plus vite. L'association L214 et d'autres ne cessent de dénoncer cette course à la productivité dans nos élevages. Leurs vidéos mettent en lumière le traitement réservé aux animaux dans certains abattoirs français. Pourtant, dans le monde, nous mangeons en moyenne 43 kilos de viande par personne et par an. Il faut d'autres méthodes d'agriculture beaucoup moins intensives, j'allais dire beaucoup moins agressives. L'agriculture, aujourd'hui, elle a une part de responsabilité, mais on lui a dit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'elle avait aussi un rôle à jouer pour nourrir l'ensemble de la planète. Mais qui est capable aujourd'hui de dire « je deviens végétarien » On devrait tous être végétariens si on s'intéresse à la planète, mais automatiquement. Les véganes, dont on parle beaucoup parfois par leurs excès. C'est un mouvement de société des jeunes qui veulent une relation au vivant différente.
Et ça, si on ne le perçoit pas, on ne voit pas le futur de notre société. Aujourd'hui, pourtant, l'exploitation agricole intensive continue d'avaler les terres, à un point tel qu'il ne reste plus que 10% de la surface terrestre pour les animaux sauvages. Vous avez 67% des mammifères de la planète qui sont le bétail pour l'homme. 30% qui sont l'homme. Vous faites le calcul, ça fait 97%. Il reste 3% seulement de mammifères sauvages. Voilà ce qu'on a fait de la planète. L'animal, la vie, le vivant est sacrifié sur l'autel de l'argent et du rendement et du profit, systématiquement. Les espèces continuent à disparaître à une vitesse effrénée. On est déjà dans l'effondrement, en fait, pour la biodiversité. Les scientifiques estiment qu'on vit aujourd'hui la 6e extinction de masse de la biodiversité, la plus importante depuis la disparition des dinosaures. Au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et globalement une espèce d'oiseau sur 8. On est vraiment dans un déclin terrible. Ces images, des nuages d'insectes dans nos campagnes, c'est bientôt terminé. En 30 ans, 80% des insectes volants ont disparu en Europe. Selon le GIEC, un tiers des espèces animales et végétales sont menacées si le réchauffement se poursuit à ce rythme. Les espèces animales emblématiques comme le panda, l'éléphant, le crocodile n'ont jamais été aussi présentes dans les publicités, dans nos images du quotidien, dans les contes pour enfants. Et en même temps, ils ne sont jamais aussi mal portés. Les grands spécialistes des ours vous diront que les ours sont, ils sont présents dans les eaux, mais en fait, dans la réalité, ils sont complètement menacés parce qu'on empiète sur leur territoire. Quand on te parle de la disparition inévitable des éléphants, c'était 20 millions au début du siècle, maintenant ils sont 350 000, et on en perd 10% tous les ans. Tout le monde trouve ça normal. La Chine continue à acheter de l'ivoire. Moi, j'ai vécu dans un monde où il y avait les enfants qui faisaient la quête pour sauver les éléphants. Voilà, on y croyait, quoi. On croyait que, et en fin de compte, tout s'écroule. Et la liste s'allonge sans cesse. En un siècle, 200 espèces de vertébrés, connues ou moins connues, sont officiellement éteintes. La roussette des îles, disparue. La gazelle acacia, disparue. Même le puma américain est mort à jamais. Les animaux s'éteignent dans une quasi-indifférence. Les politiques ne se rappellent d'eux qu'à de très rares occasions. On va vous photographier effectivement Madame Macron avec un bébé panda. J'ai rien contre Madame Macron, mais on fait de la communication sur la préservation de la biodiversité, bien entendu. N'oublions jamais, comme le dit Aristote, que le plus beau spectacle est celui que nous offre la nature. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut arriver à toucher, à réveiller les consciences. Et pour ce faire, il y a des animaux qui sont plus porteurs que d'autres. Le dauphin est un animal porteur, le panda également. Et puis on a laissé de côté tout ce petit peuple des airs et de la terre, tous les animaux qui nous entourent, au fond, qu'on n'a pas regardés et qui sont aujourd'hui à l'agonie, et qui incarne justement la disparition de l'ensemble de la biodiversité. Pour protéger la biodiversité, les défenseurs de l'environnement partent en guerre. Alain Bougrain-Dubourg en a fait l'expérience. En 1977, il mène un combat aux côtés de Brigitte Bardot pour interdire le massacre de milliers de bébés phoques chassés pour leur fourrure. Il y a eu des combats qui ont été effectivement assez violents. Sur la banquise au Canada, avec les bébés phoques, il y avait vraiment des agressions de la part des chasseurs. Vous êtes un peu seul au monde. Vous n'avez pas le droit. Mais le grand combat d'Alain Bougrain-Dubourg, c'est la protection des oiseaux. Il va partir en Afrique.
Depuis 30 ans, à travers toute la France, il se bat pour la préservation des espèces en danger. Il a fallu aller dans les Landes pendant près de 10 ans pour montrer le braconnage des ortolans, une espèce protégée pour laquelle l'État acceptait une certaine tolérance. Vous savez que c'est interdit. Tu sais que tu es chez moi, là? Oui, et ça, c'est protégé, c'est interdit. L'espèce est en déclin de façon dramatique. La chasse aux ortolans est interdite, mais ça n'arrête pas les braconniers. En 2015, Bougrain-Dubourg se fait violemment agresser par celui que les réseaux sociaux vont baptiser l'homme au slip. À coups de pelle, il se charge de rappeler au président de la Ligue de protection des oiseaux que l'impunité règne. Oh, bien involontairement, il a servi la cause, mais c'était quand même, on en rigole, assez violent, hein, quand vous prenez des coups de pelle. Bon, après coup, c'est rigolo, bien sûr. Vous êtes de propriété privée. Allez, ça va. On peut dire aujourd'hui que la page est tournée. Mais 10 ans de combat pour faire respecter le droit. On nage dans l'irrationalité la plus grande. C'est-à-dire qu'on est incapable de considérer que la pérennité des espèces est l'objectif number one. Donc il y a actuellement un seul superprédateur sur cette planète, qui est bien évidemment l'être humain. Il n'est jamais arrivé qu'une espèce détruise à ce point toutes les autres espèces, avec bien sûr une conséquence insidieuse sur elles-mêmes. La biodiversité, c'est un mur du vivant, dont on retire les pierres les unes après les autres, ces espèces qui disparaissent, et le mur va s'effondrer, nous entraînant dans sa chute. Aujourd'hui, la biodiversité est menacée partout sur Terre. Et à chaque instant, l'homme s'est donc trouvé un nouveau terrain de jeu. On a tellement épuisé tout ce qui est à notre portée sur la surface terrestre que maintenant, le nouveau défi, c'est d'aller chercher dans les profondeurs ce qu'on ne peut plus trouver sur la Terre. Donc il y a la conquête spatiale et puis il y a la conquête des océans et des fonds des océans. Les océans, c'est 70% de la surface de notre planète et ils sont dans un état relativement catastrophique. L'océan est dans le même état que le reste des écosystèmes. Il est au point de rupture. Petit à petit, on les vide de leur vie. C'est-à-dire que la pêche intensive, la surpêche, on est en train d'épuiser les océans. Ils arrivent à bout de souffle. Il y a aujourd'hui des espèces qui sont en voie de disparition parce que la manière aujourd'hui dont nous détruisons environ 1000 milliards d'êtres vivants marins chaque année dépasse l'imagination. Il y a une sorte de génocide, d'écocide, enfin en tous les cas d'extermination industrielle de la vie à une échelle qui est proprement impossible à imaginer. 90% des espèces de poissons ou de crustacés que nous consommons sont aujourd'hui soit surexploitées, soit à la limite de leur exploitation. Faut arrêter de manger du poisson. Faut manger du maquereau. On veut de la sardine. C'est bien parce que c'est le poisson le moins cher en plus, donc voilà. Mais pratiquement tous les autres poissons, il ne faut pratiquement pas y toucher. Hein. En France, nous mangeons 30 kilos de poissons par an et par personne. Et c'est pour répondre à cette demande qui ne cesse de grandir que la pêche est devenue intensive. Les petits pêcheurs artisans qui pêchent de façon propre, qui ne rejettent que 6% de leur prise, se font écraser par des machines industrielles qui, elles, les grands filets néerlandais avec de l'électricité, vont rejeter 70% des poissons qu'ils attrapent. La pêche électrique, c'est une arme de destruction massive des océans. Officiellement interdite en Europe, elle jouit pourtant de dérogations dans plusieurs pays. Le système est d'une redoutable efficacité. En passant, les filets diffusent une électricité basse tension. Elle fait sortir tous les animaux vivants de leur cachette et le filet racle tout. Quand un de ces chalutiers électriques est passé, il ne reste plus grand-chose derrière. On n'est pas du tout arrivé à une pêche raisonnable et ça se retourne aujourd'hui contre les pêcheurs puisqu'il n'y a plus de poissons. Les pêcheurs doivent aussi avoir conscience qu'il ne faut pas qu'ils scient sur la branche sur laquelle ils sont assis. Donc ils sont en
plein paradoxe. Un des gros problèmes dans la pêche, c'est la pêche illégale. La pêche illégale, c'est 1 poisson sur 4. C'est un marché d'à peu près 20 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme. C'est énorme et ça attise toutes les convoitises, entretient tous les trafics. Ce sont des bateaux monstrueux qui se livrent à une véritable piraterie des mers. Et ça se passe souvent en haute mer, c'est-à-dire donc au-delà des zones de juridiction nationale, parce que c'est très loin et qu'il n'y a personne pour venir voir ce qui se passe. Loin des côtes, dans les eaux internationales impossibles à contrôler, c'est là que sévissent les trafiquants. C'est là aussi que Greenpeace les traque sans relâche. Ce jour-là, dans le viseur des défenseurs de l'environnement, un immense bateau qui croise au large des côtes du Sénégal. La jumelle, on l'a observé, on a vu, tiens c'est marrant, son nom est caché. On s'est rapproché, son nom était caché par une bâche en plastique. Les activistes se lancent à la poursuite du monstre. On l'avait déjà repéré, ça se reconnaît un bateau en fait. Et du coup, on est allé avec nos Zodiacs se rapprocher du bateau. Et on a réussi à faire soulever la bâche. Et donc on a identifié le bateau, c'était un bateau russe, le Oleg Nedanov. Oleg Nedanov. Ce nom est bien connu dans le monde de la pêche illégale. Des années qu'il écume les mers et racle le fond des océans. Ce navire-usine est capable de traiter près de 20 000 tonnes de poissons par an. Il était en train de faire de la pêche totalement illégale, donc on l'a rapporté aux autorités sénégalaises qui ont pu prendre les dispositions qu'il fallait. L'Oleg Nedanov est cloué à quai, mais combien d'autres continuent en ce moment même, avec des conséquences dramatiques. La plus emblématique des pêches illégales concerne l'un des animaux les plus menacés du globe. L'homme a causé la disparition de 90% des requins. Les requins, ça fait 400 millions d'années qu'ils existent. C'est un des plus vieils animaux qui habitent notre planète. C'est le seigneur des mers, il est au top de la chaîne alimentaire, c'est la clé de voûte de toute la vie marine. C'est-à-dire que si on enlève le requin, ça va provoquer des déséquilibres dans toute la chaîne. Il y a bien d'autres facteurs qui continuent à faire chuter dramatiquement le nombre de poissons dans les océans. Le plus grave, c'est la pollution plastique. Dans certains coins du globe, elle atteint des niveaux records. Ce plongeur britannique s'est filmé dans des eaux soi-disant paradisiaques, à Bali, en Indonésie. Et puis, il y a ce 7e continent dont tout le monde parle. Au cœur du Pacifique, les courants marins ont formé ce continent plastique. 80 000 tonnes de déchets sur une surface équivalente à 3 fois la France. À partir du moment où on se débarrasse de nos déchets, qu'on les met dans la poubelle, on ne se pose plus du tout la question. À partir du moment où ce n'est pas dans notre champ de vision, on ne veut plus savoir. Les 12 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans nos océans détruisent la vie marine. Ils sont aussi en train d'étouffer les océans et nous pourrions bien être les prochaines victimes. Les océans, ils jouent un rôle absolument clé dans la machine climatique, en fait. Les coraux blanchissent et meurent. Toutes les espèces qui nichent dedans meurent. Donc toutes les espèces qui mangent ces espèces-là meurent. Les océans ne peuvent plus jouer leur rôle, donc alimenter les humains en oxygène. 40% de l'oxygène qu'on respire vient des océans. À un moment, ça va nous impacter. On a besoin qu'il y ait de la vie dans les océans pour pouvoir justement réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Un réchauffement qui tue lentement les océans et des océans qui font alors grimper les températures. C'est un cercle vicieux et un nouveau signe concret de l'emballement qui nous guette. Pour éviter cette catastrophe, il faudrait changer radicalement nos habitudes. Consommer moins, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notre appétit pour la technologie. Pourtant, ce n'est pas le chemin que nous prenons.
Alors, pourquoi cette inaction? Pourquoi les décisions politiques se font-elles attendre? Comment réguler l'impact sur notre planète de ces géants de l'industrie qui alimentent nos besoins? Qui sont exactement ceux que l'on appelle les fossoyeurs de la planète? C'est notre mode de vie que nous refusons de changer. Habitation, transport, technologie, nous dévorons l'énergie sans limite et sans jamais réfléchir à sa provenance. On consomme 340% plus d'électricité qu'il y a 20 ans par personne. Quand on te parle de la green tech, on ne va pas remplacer 95 millions de barils de pétrole par des panneaux solaires ou des éoliennes. C'est pas vrai. Et puis, il y a toutes les autres matières premières qui arrivent à épuisement sur Terre. L'argent en 2021, l'or et le zinc en 2025 et même l'uranium en 2040. C'est la fin annoncée du combustible pour nos centrales nucléaires. Alors, les géants de l'énergie et du secteur minier cherchent sans cesse de nouvelles sources d'approvisionnement. Le modèle des compagnies minières, pétrolières est aujourd'hui mis à mal parce qu'elles ont déjà exploité toutes les ressources les plus accessibles. Elles vont donc chercher dans des endroits de plus en plus reculés. Leur voracité, c'est la condition de leur survie. Il y a des projets qui n'ont pas encore commencé, mais il y a des projets d'extraction minière en très grande profondeur pour aller chercher des métaux précieux, des terres rares qui sont utilisés dans tous les objets de notre vie quotidienne, comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Ce qui est en jeu, ce sont des millions et des millions d'euros. Ces multinationales sont capables d'investir ces sommes astronomiques dans leurs exploitations pétrolières, de gaz de schiste ou d'or. Donc il y a toute une industrie qui est en sommeil et qui, là, se met en branle pour essayer d'aller extraire ces métaux au fin fond des océans. Un des prochains projets d'exploitation est français. À l'embouchure de l'Amazone, à 2000 mètres de profondeur, Total a acquis les droits d'exploitation sur d'importantes réserves de pétrole. Le problème, c'est qu'elles sont situées à une trentaine de kilomètres d'un site naturel unique. Et les scientifiques brésiliens, il y a 2 ans, ont découvert qu'il y avait, devant les côtes de la Guyane et du Brésil, un récif corallien. Et c'était une grande découverte parce qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver des coraux dans une eau alluviale si épaisse. Parallèlement à ça, ils ont découvert que Total, associé à Petrobras et BP, avait un projet, avait acheté des parcelles exactement là où se trouve le récif corallien. Alors, les écologistes ont déclaré la guerre. Greenpeace contre Total. Lambert Wilson, engagé depuis longtemps avec l'ONG, s'est rendu sur place aux côtés de plusieurs scientifiques, avec l'espoir que cette expédition sauve le récif de l'Amazonie. Les récifs coralliens, c'est des nurseries, en fait, à poissons. Et donc ça intéresse énormément les pêcheurs de la côte brésilienne et guyanaise, de savoir si le forage pétrolier va pas tuer, on va dire, la nurserie des poissons qu'eux, ils pêchent. La science devrait pouvoir avoir le temps de savoir comment ça fonctionne et de le protéger. Mais non, Total est arrivé et a déjà des projets pour forer du pétrole en ultra profond dans cette zone-là. Un risque de marée noire, c'est ce que dénoncent les manifestants au Brésil. Les autorités brésiliennes ont pour le moment demandé à Total de retravailler son étude d'impact avant d'autoriser l'exploitation. On a un petit peu gagné du temps, mais ils vont venir à l'attaque, et clairement. Si Total dit pas on lève le pied de l'accélérateur, il se passera rien. Sauf qu'en décembre 2018, surprise, l'agence environnementale brésilienne a refusé au groupe Total l'autorisation d'effectuer des forages à l'embouchure de la rivière Amazone. Une victoire pour Greenpeace. En attendant, les groupes pétroliers poursuivent leurs forages partout dans le monde. Les enjeux financiers sont bien trop importants. Stopper les prédateurs de l'environnement s'avère presque toujours impossible.
Incontestablement, les grands groupes financiers et industriels ont acquis en puissance et sont parfois ceux qui tiennent les rênes. Et Total en est un exemple parfait. Et nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce constat, un homme l'a mûri tout l'été dernier. Le 28 août, le plus populaire des hommes politiques français est l'invité de France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. À 8h20, il est encore ministre de l'Environnement. Quelques minutes plus tard... Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Dans ce geste, voilà, qui est à la fois un peu désabusé et un peu héroïque finalement, ou tout du moins empreint d'un certain panache, il a tiré la sonnette d'alarme par son départ. Pour dire, vous savez quoi ? Ce gouvernement ne défend pas l'écologie et vous met de la poudre aux yeux sur ces sujets-là. À sa place, j'aurais pas tenu 1 an et demi. J'aurais tenu 15 jours. Et surtout, il est le meilleur d'entre nous, quoi. C'est ça le problème, c'est que derrière lui, il n'y a personne pour le remplacer. La question, c'est est-ce que les moyens d'action qui lui sont donnés sont à la hauteur des besoins? Réponse, certainement pas. Est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien, la réponse, elle est non. Quand vous êtes vraiment conscient de l'importance des enjeux, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Ce qui a poussé Nicolas Hulot à partir, Mes chers collègues, c'est son impuissance à changer les choses. Tout seul, je n'y arriverai pas. L'immobilisme derrière les beaux discours, le renoncement des politiques face à des forces plus puissantes. Il y a des choix politiques qui protègent les intérêts de certaines industries, avant l'intérêt général. Clairement. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Il parle d'impuissance, de l'impuissance qui est la sienne, mais pas seulement. L'impuissance qui est celle des citoyens face à des intérêts constitués de si longue date, avec autant de relais économiques et politiques. Les grands lobbies, les grands groupes qui pèsent bien plus que nous tous, Françaises et Français réunis. Ces lobbies qui sont pour le moment très organisés ont encore la capacité d'aller voir les gouvernements en leur disant « Écoutez, si vous prenez des mesures qui vont contre nous, on va vous faire porter le chapeau des destructions d'emplois. On va vous faire porter le chapeau de la croissance qui se casse la figure. » Tenter d'infléchir le réchauffement climatique demande de profonds bouleversements. Pour les grands groupes, cela signifie des investissements énormes, une remise en cause de leur modèle économique. Alors, à chaque fois ou presque, ils font pression sur les politiques pour que rien ne bouge. Il y a un exemple qui est assez connu, on va dire, c'est un patron automobile français qui aurait menacé Anne Hidalgo au moment où elle a décidé de limiter la place de la voiture dans Paris. Le lobby automobile, le lobby du diesel, j'ai été menacée. Ils sont venus me menacer dans mon bureau en me disant si vous n'arrêtez pas avec cette politique d'évolution de la mobilité parisienne, nous vous ferons battre aux prochaines élections. J'ai entendu ça dans mon bureau. Et puis, ça peut aller jusqu'à des menaces, des intimidations, ça peut aller parfois jusqu'à des avantages en nature aussi, hein. On le sait. Corinne Lepage a été ministre de l'Environnement entre 1995 et 1997. Elle a mené le même combat contre la même industrie. En 20 ans, on n'a pas avancé d'un pouce. L'histoire ne fait que balbutier. Alors, il y a eu quelques accrochages directs. Je me battais déjà contre le diesel à l'époque. C'était lors d'une émission de télévision avec le président de Renault. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut que vous fassiez évoluer vos véhicules. Et il m'avait répondu, Madame, nous vendons les véhicules que les gens souhaitent acheter. Je lui ai répondu, non, pas du tout. Vous vendez les véhicules grâce aux publicités que vous faites sur les véhicules que vous souhaitez leur vendre. Les profits des entreprises sont devenus les seuls paramètres valables. Pourtant, tout le monde est conscient de la situation.
Un jour, j'ai eu une discussion avec le président d'une grande compagnie pétrolière. Je lui ai dit, le pétrole accélère le changement climatique, nous devons l'arrêter. Il m'a répondu qu'il le savait, mais que s'il le disait publiquement, ses actions allaient plonger de 50%. Et donc, qu'il n'allait pas le faire. Il a préféré dire qu'on était fous. Et pourtant, il était d'accord avec moi. De temps en temps, il m'arrive, dans mon travail, d'aller dans les lieux du pouvoir, dans les lieux de l'argent, dans les grands hôtels, dans les halls, etc. Et là, subitement, on se dit, mais on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Ces gens-là tiennent la planète, complètement. On ne pourra pas défendre notre bilan. On ne pourra pas expliquer à nos enfants que nous avons décidé de tuer la moitié des vivants sur Terre parce qu'il fallait gagner un point de croissance. Ils nous écrasent. Ils écrasent la démocratie et ils sont en train de tuer le vivant sur Terre. Parfois, ils vont encore plus loin. Le 5 mars 2016, le Honduras enterre une icône de la lutte pour la défense de l'environnement. Berta Cáceres, 43 ans, abattue chez elle à bout portant. La question environnementale radicalise les comportements. Défendre l'environnement, c'est la guerre. Depuis des années, Berta Cáceres se battait contre le projet de barrage hydroélectrique de Dessa, un des plus grands groupes industriels du Honduras. En 2015, à Washington, elle s'était vue décerner le prestigieux prix Goldman, l'équivalent d'un prix Nobel de l'environnement. Un an plus tard, un autre lauréat du prix Goldman sera lui aussi assassiné. Nous assistons ces dernières années à une augmentation drastique du niveau de la violence utilisée contre les activistes environnementaux et les indigènes. Ça commence par des menaces d'emprisonnement, des mandats d'arrêt, des menaces téléphoniques, menaces sur les proches, menaces de mort. Malgré toutes ces pressions, si la résistance continue alors, ils finissent par contracter des tueurs à gages, et ceux-là, il y en a partout. Gustavo Castro poursuit le combat de Berta Cáceres. Il était avec elle le soir où elle a été abattue. Bon, c'est arrivé le 2 mars. On était alors dans un contexte de haute tension et d'affrontement. Et puis il y a eu ce jour où toutes les conditions étaient réunies pour qu'il passe à l'action. Berta et moi étions dans sa maison de nuit quand les tueurs à gages sont arrivés. L'équipe de tueurs est arrivée sur place, ils ont défoncé la porte de la cuisine. Il y en a un qui est entré dans ma chambre immédiatement, d'autres dans la chambre de Berta, et déjà je les entendais tirer sur Berta. Ils ont aussi tenté de m'assassiner, ils m'ont laissé pour mort et ils se sont enfuis. L'émotion suscitée par la mort de Berta est énorme. Dans les semaines qui suivent, plusieurs hommes sont arrêtés, mais les principaux responsables courent toujours. On sait qui a appuyé sur la gâchette. Ce qui n'est toujours pas clair, c'est qui est le commanditaire de ce meurtre. Berta Cáceres était une militante très en vue. Ce n'est certainement pas un petit fonctionnaire local qui a décidé de la tuer. Ça a été un assassinat coordonné, délibéré, planifié, et c'est très clair, d'après l'enquête, que les hommes des services de sécurité de l'armée et de la police sont mêlés à l'affaire. Tout cela n'a pas entamé la volonté sans limite des défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui encore, ils réclament justice. Ils refusent de céder face aux assassins. Ils se sont dit, voilà, il y a une tête. C'est la tête de gondole, c'est elle le problème. Donc ils ont éliminé Berta. Et en fait, là où Berta a été assassinée, c'est 100 Berta qui sont apparus pour dire vous n'aurez jamais notre peau. On peut parler des assassinats, de la violence, et ça peut paraître très sombre, désespéré.
Mais une des raisons de cette violence, c'est que des gens s'organisent pour protéger leur communauté, protéger leur environnement. Il y a beaucoup de choses positives. Il n'y a jamais eu autant de défenseurs de l'environnement. L'aspiration à des normes écologiques plus strictes n'a jamais été aussi forte dans la société. Partout dans le monde, l'attention portée à la planète grandit. Une conscience citoyenne s'éveille. Ce qui est inévitable, c'est le changement de notre mode de vie. Ça, je pense que c'est devenu totalement incontournable. Il faut prendre les mesures maintenant. Et c'est des mesures qui vont avoir un impact sur notre vie quotidienne. Il faut que les pays riches mettent en œuvre d'autres modes de transport. Réduire de façon massive l'usage du véhicule individuel. Réduire notre consommation d'électricité. En finir avec le charbon, réduire la place du gaz, réduire la place du nucléaire et privilégier les énergies renouvelables. Si on facilitait la vie de ceux qui mettent en œuvre les solutions, ceux qui font de l'agriculture autrement, ceux qui font de la pêche autrement, ceux qui fabriquent des meubles autrement, ceux qui fabriquent des services qui sont écologiques avec une traçabilité sociale écologique parfaite quasiment, on y arriverait. Évidemment, l'économie solidaire, le commerce équitable, les circuits de distribution courts se développent. On achète de plus en plus d'aliments produits près de chez nous, la vente de produits bio explose, mais c'est encore bien insuffisant. Remettre en question nos habitudes, c'est très difficile. On a acquis l'habitude, par exemple, de voyager facilement, de prendre des avions low cost. On va partout dans le monde pour 3 jours. Mais c'est un impact sur le réchauffement climatique qui est complètement fou. Mais on a du mal à résister à ça. N'oublions pas que les pétroliers ne produisent du pétrole que parce que nous utilisons du pétrole. Ils ne le font pas abstraitement. Donc il faut quand même bien comprendre que ce que la société civile effectue, désire, attend, est l'origine de la production des grands groupes industriels. Si tout le monde mangeait bio, il n'y aurait pas de Monsanto. Ben non, c'est plus facile de râler contre Monsanto et de consommer des produits qui sont traités. C'est dingue. Tu vois, c'est toujours la faute de l'autre. Notre conscience refuse de se sentir responsable. Alors qu'on est tous un petit peu responsables du changement climatique, chacun. On est prêt à agir pour le climat. Certains, malgré tout, sont prêts à endosser leurs responsabilités. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt. Des citoyens engagés ou ces stars des réseaux sociaux qui rassemblent des millions de vues sur Internet se mobilisent et tentent de réveiller les consciences. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Il ne faut pas attendre tout, ni du gouvernement, ni de nos ministres. Ça veut dire qu'il faut y aller, il faut que ce soit la société civile qui bouge là maintenant. Vous avez aujourd'hui dans le monde 1200 procès de justice climatique lancés par des individus et des collectivités locales contre des États ou des grands pollueurs et des procès qui sont gagnés. Ces procès qui se déploient comme une traînée de poudre dans le monde sont en train de changer vraiment la donne. En fait, on ne va pas laisser des pouvoirs en place, qu'ils soient économiques ou politiques, nous voler notre avenir, nous mettre en péril la vie de nos enfants. Si eux ont des enfants et sont dans cette immoralité ou cette irresponsabilité, c'est leur problème. Difficile de prédire avec exactitude dans quel état nous allons léguer la planète à nos enfants. Aujourd'hui, nous avons déjà décimé 60% des vertébrés, 80% des insectes volants et 50% des forêts. Il y a urgence. Nous devons agir dès aujourd'hui pour tenter d'alléger la facture, celle que ne manquera pas un jour de nous présenter la nature. Est-ce qu'on peut espérer que tout redeviendra comme avant? Non. Des dégâts drastiques auront été opérés et beaucoup d'êtres vivants, humains et non humains, seront morts dans des circonstances dramatiques. Pour autant, la vie en tant que telle est toujours là. J'ai encore de l'énergie, je suis encore en vie, on est en vie, vous aussi, alors allons-y. Et puis vous savez, quand on aura 80-90 ans, si on est encore en vie, eh bien on fera le bilan. On verra si on aura réussi à se réveiller, si on aura réussi à reprendre un peu le contrôle de notre trajectoire. Si on est objectif, on ne peut plus y croire. Si on est enthousiaste de la vie, on a le devoir d'y croire.
Et il faut être enthousiaste de la vie.